Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 100 degrés. On va parler de services de proximité aujourd'hui. Nous vous remercions de passer votre heure de lunch avec nous. Je m'appelle Marianne Lacharité-Lemieux et je travaille pour M361, une organisation, un véritable moteur d'impact social. Je serai votre modératrice avec vous aujourd'hui, donc pour les prochaines 50 minutes. Évidemment, à M361, nous avons comme mission de créer des solutions qui aident à faire grandir des communautés en santé. Donc, nous sommes un moteur d'impact social et nous soutenons des projets sociaux d'envergure. Pour avoir une idée de tous les projets sociaux d'envergure que nous soutenons à M361, je vous invite à visiter le m361.ca. Évidemment, parmi les projets sociaux d'envergure, il y a la belle communauté 100 degrés. Donc, 100 degrés, c'est vraiment la communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. Le webinaire d'aujourd'hui vous est propulsé par 100 degrés. Donc, Villes et villages résilients, comment repenser nos services de proximité? Un webinaire qui va durer 50 minutes et qui est divisé en 3 blocs. Donc, rapidement, on va mettre la table, on va mettre la table sur les concepts qui sont reliés aux services de proximité. Nous allons définir ce qu'on entend par service de proximité très rapidement pour tomber quand même assez vite sur des leviers concrets. On a la chance d'entendre des belles initiatives aujourd'hui. Donc, vraiment, de se pencher sur qu'est-ce qui fonctionne bien pour maintenir et améliorer l'accès à nos services de proximité dans nos cœurs et nos cœurs de villes et de villages au Québec. Finalement, on va terminer ce webinaire en se penchant sur certaines perspectives d'avenir. Donc, comment faire évoluer nos pratiques, notamment urbanistiques, pour construire des villes et des villages toujours plus résilients, toujours plus favorables à la santé. Donc, je vous inviterai à 3 reprises dans ce webinaire à interagir avec nous. Donc, on a des petites questions prévues pour mieux connaître vos préoccupations, donc mieux se coller également à votre réalité de projet. Donc, évidemment, on a reçu toutes les belles questions d'avance. Je tiens à vous remercier de toutes les questions que vous nous avez partagées pour préparer ce webinaire. On en a vraiment tenu compte pour rester collé à vos besoins. Donc, je vous indique à 3 reprises d'interagir avec moi et évidemment, je vous invite en tout temps à utiliser le clavardage, à utiliser les questions-réponses pour partager certaines sources d'inspiration, partager vos questions également. Et moi, j'aurai les yeux rivés donc, sur cette interaction avec vous. Je vous rappelle que la présentation vous sera envoyée tout de suite après le webinaire d'aujourd'hui. Par contre, il ne sera pas possible d'avoir accès à l'enregistrement du webinaire, donc le webinaire ne sera pas disponible en différé. Toutefois, je répète, la présentation vous sera envoyée. Donc, sans plus tarder, évidemment, je voulais vous faire un petit rappel, là, donc vous connaissez bien, je pense, les fonctionnalités de Zoom. Je vous invite à modifier vos paramètres d'affichage selon vos préférences personnelles, tout en haut à droite de votre écran, et également à interagir avec moi et avec nous par les 2 outils que vous voyez en bas de votre écran, donc converser et questions-réponses. Allez-y de vos préférences. J'ai le bonheur de vous présenter notre animatrice. Donc, c'est une habituée des animations de webinaires à 100 degrés. On est ravis qu'elle ait accepté de nouveau l'invitation. Je vous présente Mme Joanne Turbide, qui est secrétaire générale et directrice au développement durable à HEC Montréal. Mme Turbide, c'est un honneur. Merci d'avoir accepté l'invitation à nouveau. Bienvenue. Monsieur Christian Savard, qui est directeur général de... C'est un grand plaisir pour moi. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Joanne. Merci d'être là. Christian Savard, qui est directeur général de Vivre en Ville. Donc, évidemment, on profitera de son expertise et de son expérience en matière de collectivité viable. Monsieur Savard, merci d'avoir accepté et bienvenue à vous également. J'ai le bonheur d'accueillir, de vous présenter Alain Bergeron, qui est directeur général de la Société de développement commercial du centre-ville de Victoriaville, donc du quartier Notre-Dame. Il nous présentera son initiative. Donc, M. Bergeron, merci d'être là et bienvenue. Merci, bienvenue. Et finalement, non le moindre, M. Philippe Jean, qui est conseiller municipal, mais également cofondateur du pôle agroalimentaire de Lobinière. M. Jean, un grand bonheur de vous accueillir. Merci d'être là. Merci. Donc, tombons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous le voulez bien, je vous lance un premier sondage. En fait, on veut savoir ce qui vous préoccupe dans vos milieux et quels sont les freins, les principaux obstacles que vous vivez pour mettre en place finalement des services de proximité. Donc, quels sont les principaux facteurs qui vous freinent dans le maintien
et l'accès aux services de proximité. Vous devriez voir un premier sondage apparaître à l'écran. Je vous rappelle que vous avez le choix de cocher plusieurs réponses, donc ce ne sont pas des choix uniques. Donc, indiquez-nous vraiment là, ce qui est le plus près de votre réalité dans votre milieu. On veut vraiment savoir ce qui vous préoccupe. Et je vous rappelle que les réponses sont tout à fait anonymes. Donc, on ne pourra pas associer vos réponses à votre nom ou à un identifiant que ce soit. Donc, vraiment, allez-y spontanément. Je vous laisse le temps de répondre. Prenez bien le temps de lire les questions, les choix de réponse et tout de suite, nous entamons le bloc 1. Je vais partager les résultats dans quelques secondes et je vais laisser la parole tout de suite après à Joanne. Donc, ça semble assez partagé à date. Je vous laisse encore peut-être une dizaine de secondes. Donc, quels sont les freins qui limitent l'accès aux services de proximité? Si jamais vous indiquez le dernier choix de réponse qui est autre, je vous invite à nous le partager dans le clavardage. Quels sont les freins, les obstacles qui vous préoccupent dans votre milieu par rapport au maintien et l'accès aux services de proximité? On nous parle de rentabilisation monétaire, de commerce en ligne, de changement d'employés. Donc, je vous partage les résultats fort intéressants. On a une majorité ici, donc territoire très vaste. Probablement que vous provenez de régions éloignées, donc de milieux plus ruraux. C'est une préoccupation qu'on va tenir compte dans nos questions, mais également nos réponses. Faible accessibilité en déplacement actif, donc c'est une préoccupation également. On va entendre des belles initiatives de la part de M. Bergeron, des défis de mobilisation, comment aller rejoindre notre population, nos élus notamment. Donc, fort intéressant. Là-dessus, sur ce beau contexte, je vous cède la parole, Joanne, et bon webinaire à tous. Merci, Marianne. Alors, bonjour encore une fois à toutes et à tous. Bonjour, chers panélistes. Donc, le développement durable, on connaît peut-être, on est plusieurs à connaître la définition. Donc, on parle de 3 piliers en développement durable, le pilier écologique, le pilier économique et le pilier social. On va se rendre compte aujourd'hui que les projets qui sont proposés s'inscrivent davantage, font ressortir, je dirais, davantage le volet social. Et ça, ça fait grand plaisir parce que pendant longtemps, on a vu le développement durable comme étant principalement écologique, alors que l'on voit dans le graphique qui vous est présenté présentement que les 3 piliers sont importants et les 3 piliers sont nécessaires à la concrétisation et à la vitalité du développement durable. Alors justement, pour parler de ces projets, dans un contexte un peu plus général, je demanderais à vous, Christian, dans quel contexte s'inscrit la discussion d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Joanne. Content d'être à nouveau avec vous. Merci. Bonjour aux plus de 200 participants. Donc, de manière générale, nos collectivités sont vraiment ont un rôle très important dans nos comportements, nos choix. En fonction de la manière que nos villes sont construites, on va adopter tel type de comportement, on va avoir tel impact, ce soit des impacts individuels ou des impacts collectifs. Et les services de proximité, je vais y revenir un petit peu, ont un rôle très important là-dessus. Donc, pour nous, on aime bien utiliser à vivre en ville le mot viable, puis pour nous, il est équivalent de durable, là. Mais c'est donc un milieu de vie qui répond aux besoins fondamentaux des résidents, qui est favorable à leur santé et qui assure leur qualité de vie et évidemment qui assure aussi un accès équitable aux différents besoins qu'on a dans la vie, qui respecte évidemment les écosystèmes. Donc, qui a quelque part qui a quelque chose de sobre, donc au niveau des ressources naturelles, énergétiques. Ça peut se maintenir à long terme. Et dans une collectivité viable, il y a toute la question des services de proximité qui sont très importants. Parce que les services de proximité sont des choses qu'on fait au quotidien. Pour nous, les services de proximité, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps. Ça fait évidemment, et là, on va avoir par exemple l'exemple d'une société de développement commercial, c'est notamment les commerces. Qui est et les commerces, surtout du quotidien dans plusieurs cas. Donc, on parle des épiceries, on parle des pharmacies, on parle de tout ce qui est alimentaire, des choses qu'on fait au quotidien. Donc, pour nous, l'aspect le plus important, c'est est-ce que ces services-là, ces commerces-là viennent soutenir un mode de vie
qui permet une collectivité viable. Mais ça peut être également les services de proximité, et si je comprends bien, c'est des gens aussi en région, c'est aussi un certain nombre d'institutions. Les institutions de type, souvent l'école primaire, surtout les services de garde, mais ça peut être aussi avoir accès à certains services parfois municipaux. Mais c'est surtout les choses qu'on fait souvent. Hein? On parle pas dans ce cas-ci d'un magasin de meubles, par exemple. Ce n'est pas un service de proximité. Un magasin de meubles, si on y va une fois par année, c'est beaucoup. Donc, on parle vraiment de ce qu'on a besoin au quotidien. Et puisque c'est des choses qu'on fait au quotidien, bien, ça a un énorme impact sur notre vie, parce qu'on fait ça tous les jours. Donc, ça a un impact sur la santé, sur comment on se déplace. Est-ce que c'est des choses qui nous amènent à être très sédentaires, par exemple, à utiliser exclusivement la voiture? Est-ce que aussi c'est des services qui amènent un renforcement de la collectivité, par exemple, à travers les liens sociaux qui nous manquent particulièrement dernièrement? Donc, est-ce que c'est le commerce aussi qui renforce l'identité du lieu? Donc, c'est tous ces notions-là qui viennent à voir, et là, on le voit dans les villes en santé, tous des choses, là, les services de proximité, c'est une des choses les plus importantes, selon moi, pour construire des villes en santé. Et ils sont menacés sous plusieurs aspects, heureusement, puis ça va être la suite, je pense. Il y a des initiatives là, à travers le Québec qui tentent de trouver des solutions ou des pistes innovantes. Là. J'ai hâte de les entendre d'ailleurs. On a une question sur les services de santé. Alors, les cliniques, est-ce que vous incluez ça dans vos services de proximité, les soins de santé? J'aurais tendance à dire que c'est pas... très souvent, là, le service de proximité, idéalement, on a accès à pied. Si je peux faire une caricature, j'aurais pas tendance à dire que les services de santé à pied au quotidien, tout le temps, c'est obligatoire. J'aurais tendance à qualifier ça comme un service en commerce, on dit semi-courant. Là. Donc, je ne qualifierais pas de service de proximité, mais il ne faut pas que ça soit trop loin non plus. Hein? On sait à quel point ça peut être important là, pour les distances ne doivent pas être trop grandes. C'est bon. Alors, quand vous parlez d'être à pied, on va voir ce que nos autres panélistes parlent, comment ils décrivent ça, eux, dans des milieux un peu moins urbains. Je laisserai Marianne poser la deuxième question pour le sondage. Tout à fait. Merci, Joanne. Donc, je vous lance un deuxième sondage qui, cette fois-ci, concerne les mesures les plus efficaces, selon vous, dans votre milieu. Qu'est-ce qui crée le plus de valeur, justement, dans vos cœurs de ville et de village pour maintenir, favoriser l'accès à ces services de proximité? Encore une fois, plusieurs choix sont possibles. Prenez le temps de les lire et, évidemment, si vous indiquez que c'est autre, merci de nous le préciser dans le clavardage. Donc, que ce soit d'augmenter le pouvoir d'achat, de diversifier des services, d'impliquer la population, qu'est-ce qui procure le plus de valeur et qui fait en sorte que vos communautés sont toujours plus favorables à la santé, plus favorables à la résilience et sont plus viables, finalement, comme nous l'expliquait M. Savard. Donc, encore 5 à 6 secondes, je vois plusieurs réponses. Donc, pour ceux qui ne pourraient pas voir le sondage, des fois, c'est une question de navigateur. Donc, rapidement, là, je vous nomme certaines options que vous pouvez nous partager. Donc, vous pouvez répondre dans le clavardage directement. Donc, densification douce, diversification des services. Est-ce que ce serait de soutenir des modèles alternatifs, favoriser le design actif, mettre en place des incitatifs pour les commerçants, embellir le cadre bâti, impliquer la population, promouvoir les commerces ou autres mesures que vous pouvez vous permettre de préciser. Je mets fin au sondage pour pouvoir vous partager les résultats. Vous voyez, c'est intéressant. On parle d'implication citoyenne, d'implication, donc oui, d'impliquer la population dans le projet, soutenir les modèles alternatifs en deuxième position et finalement la diversification des services. M. Savard nous en parlait, ce sont tous des services que l'on consulte et que l'on consomme au quotidien. Donc, c'est important qu'ils soient diversifiés. Donc, on va aller plus en profondeur, particulièrement dans ces mesures-là. J'arrête le partage d'écran. Je vous recède la parole, Joanne. On a pendant ce temps-là, dans le clavardage, eu d'autres réponses.
Donc, travailler sur l'attractivité du noyau villageois, favoriser la tarification sociale et promouvoir l'achat local. Donc, désolée, Joanne, je vous relaisse la parole. Parfait, merci Marianne. Je trouve ça fort intéressant, Christian, ce que vous disiez. J'ai la chance d'habiter le quartier Rosemont et je sens que la rue Masson, c'est un peu devenu un endroit très à proximité, sans utilisation de voiture. On salue les gens, malgré qu'on peut penser que Montréal est une ville un peu plus anonyme et tout ça. Donc, ça change beaucoup les quartiers à Montréal. Donc, et je sais que je salue votre travail à Vivre en ville pour ces modifications-là qui sont très positives. Par ailleurs, on travaille aussi avec des panélistes qui ne vivent pas nécessairement à Montréal et qui sont dans des milieux moins denses en population. Donc, mes prochaines questions iront à M. Bergeron, donc Alain de Victoriaville. Alors, vous, avec la ville, en partenariat avec la SDC, vous avez récemment mis en place différentes mesures pour rendre plus accessibles et attractifs les commerces de la rue principale. On a de magnifiques photos ici qui nous rappellent que l'été sera là dans quelques mois. Donc, vous avez fait ce projet-là. Alors, quelles sont les mesures qui ont été mises en place et qu'est-ce qui a donné naissance à ce beau projet? Il faut dire qu'il y a environ 3 ans, il y a eu une réfection totale de la rue principale ou de la rue Notre-Dame à Victoriaville pour justement l'amener à être beaucoup plus facile d'utilisation lorsqu'on ferme la rue complètement. Donc, ça a été l'élimination complète des trottoirs. Donc, une facilité beaucoup plus simple pour les personnes, par exemple, à mobilité réduite. Par la suite, on a maintenant développé une piétonisation l'été, donc de juin à septembre, où il y aura la possibilité pour les commerces de s'avancer en rue, de pouvoir offrir leurs activités aux restaurants et bars aussi, d'avoir des espaces pour la rue et de créer par le fait même différentes activités qu'on va appeler culturelles, donc embellissement des façades ou des vitrines de commerce qui seraient, exemple, non louées. Donc avec des œuvres d'art sur la rue et même du mobilier urbain qu'on va peindre, qu'on va rendre très beau et festif, on pourrait dire, pour la période d'été. Donc, c'est un peu ça qu'on fait présentement au centre-ville de Victoriaville. Puis, on travaille aussi beaucoup sur, on parlait tantôt d'achat local, donc on a vraiment fait une offensive majeure pour inviter les gens à encourager, à acheter au centre-ville et non pas transférer ces achats-là vers les achats en ligne, par exemple. Avez-vous des retombées, des données sur ce que ça a donné, ce beau projet-là? Je vous dirais qu'on parlait de consultation de la population. Donc, la piétonisation qu'on a fait l'été dernier, pendant la pandémie, évidemment, 82 % de la population de Victoriaville était plus que satisfaite de cette initiative-là qu'on a fait. Et d'amener aussi le côté culturel, vivant, 3D, à cette piétonisation-là. Il y avait 78 % des gens qui disaient qu'ils étaient vraiment comblés de cette initiative-là. Si on regarde du côté d'achat local, par exemple, avec l'avenue de pouvoir offrir en ligne les certificats cadeaux de la SDC, on est passé d'une moyenne d'à peu près 12 000 $ d'achat de certificats cadeaux par année à 99 550 $ d'achat cette année et seulement du mois d'octobre à décembre, donc en 2 mois. Donc, il y a eu une mobilisation des industries qui ne pouvaient pas tenir de party de Noël et ils se sont tous retournés ou en grande partie retournés vers le centre-ville pour offrir des certificats cadeaux. Donc, c'est des certificats cadeaux qu'on va voir arriver
au centre-ville tout au long de l'année 2021. En général aussi, la question s'adresse à vous aussi, Christian, qui avait beaucoup étudié ça. Quelles sont d'autres retombées que celles qui sont nommées pour le projet de Victoriaville que vous constatez, vous, dans ces commerces de proximité, ces projets-là? Bien, de manière générale, c'est super intéressant. Hein? Les chiffres sur l'achat local sont très bons. Ce qui est intéressant aussi, puis je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit juste avant qui va me permettre de parler justement de ça. Quand j'ai dit que les commerces de proximité doivent être à pied, est-ce qu'ils doivent être à pied pour tout le monde? Non. Pas obligatoirement. Dans certains milieux, c'est moins facile, mais elles doivent être à pied pour un certain nombre de personnes. Un commerce de proximité qui est uniquement en voiture, ça, c'est un petit peu moins intéressant. Connaissant, par exemple, Victoriaville, pour y avoir habité, ben le centre-ville est pas mal au centre de la ville, puis il y a un maudit paquet de monde qui peuvent y avoir accès à pied très rapidement. C'est vraiment central. Donc, à titre d'exemple, ben, dans ce cas-là, on favorise beaucoup la marche. J'aime beaucoup aussi l'aspect culturel qu'on a donné qui vient animer la ville. Puis on sait que c'est un aspect important même de notre santé mentale. On le sent, hein, comment on en a besoin actuellement, puis comment voir un show à télé, c'est pas la même chose que le voir en vrai. Donc, Victoriaville a montré vraiment un beau dynamisme dans les dernières années, ce qui fait que ben, cette ville-là réussit à attirer des commerces qui ont plus des fois tendance à s'installer sur parfois des strips commerciales qu'on peut connaître. Je pense à Chocolat Favori qui est au centre-ville. Donc, avec un bon dynamisme, une bonne alliance avec les commerçants, ils ont réussi à aller de l'avant. Puis ça fait aussi une ville qui est plus belle. Je terminerai avec ça, là, mais il ne faut pas oublier qu'une des choses que de maintenir des services de proximité au bon endroit, c'est aussi des bâtiments occupés. C'est aussi des rues urbaines qui n'existent pas. Ça fait un cadre bâti plus beau et à la fin, une ville avec une qualité de vie qui devient beaucoup plus attirante et qui peut aussi avoir des retombées économiques pour la ville. Oui, j'ai vu un mot dans le chat tantôt qui m'a fait sourire parce que je pense qu'il y a vraiment de ce mot qu'il faut prendre en compte, c'est le mot ambiance. Donc, créer une ambiance, avoir le goût d'aller là, un peu comme ce que vous compariez, c'est-à-dire regarder un spectacle à la télévision versus en live. Pardonnez-moi l'anglicisme, j'allais dire en présentiel, mais on n'aime pas beaucoup ce mot-là. Alors, je crois que ce mot-là, ambiance, est très important. Pour terminer, M. Bergeron, vous avez l'intention de relancer ce projet-là au printemps. Alors, en quoi allez-vous innover? Qu'allez-vous faire de plus pour encore être plus attrayant, je dirais, pour votre communauté? Ben, on est présentement, puis il faut le dire aussi que la ville de Victoriaville est très accommodante, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais très, très près des citoyens et elle veut développer aussi un centre-ville qui est fort. Donc, présentement, on travaille pour avoir de l'art qu'on pourrait dire urbain, mais à la grandeur de l'année, dans tous les locaux, exemple, qui seraient libres pour le moment. Ça serait en partenariat avec la culture à Victoriaville, ainsi que le Centre d'art Jacques et Michel Auger. Donc, on travaille là-dessus. On travaille aussi à ajouter, on parlait d'ambiance, d'événements. On essaie d'ajouter aussi, exemple, un rendez-vous gourmand qui pourrait se tenir au mois de juillet et août, où on pourrait rassembler différents producteurs de la région qui pourraient ainsi faire connaître leurs produits. Puis après ça, ben à Noël, dans le temps des fêtes, être capable d'avoir un petit village de Noël. Donc, c'est deux discussions qu'on est en train de travailler présentement pour encore là inviter les gens à venir découvrir des producteurs, des artisans locaux, puis en même temps, ben, faire vivre cette petite économie-là. Très bien, merci. Il y a justement une question dans le chat qui est en lien avec une question que j'allais poser, c'est-à-dire que pensez-vous là, de l'appropriation des espaces vacants? Donc, avoir des baux flexibles, avoir une rotation de locataires. Est-ce que c'est une pratique immobilière qui peut être intéressante? Et la question était un peu plus ciblée un peu plus quand c'est des propriétés privées. Alors, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je commence par vous, M. Bergeron. Bien, justement, en octobre dernier,
Ça, c'est suite à des voyages que j'ai faits et des rencontres que j'ai eues avec différents commerçants. On a lancé à Victoriaville ce qu'on appelle le mariage d'entreprise. En cette période difficile, c'est les gens ont peur, si on peut dire, de se lancer seul dans un local commercial qui peut être quand même assez coûteux. Donc, en étant 2, 3 entreprises qui ont une certaine similarité ou qui ont, exemple, vêtements et accessoires et bijoux, par exemple, en regroupant ces gens-là dans un même local, ben, on divise en 2, 3 ou 4, évidemment, les baux, tout s'appelle frais fixes. On peut même s'engager une personne qu'on paie à 4 qui pourrait être le représentant pour nos 4 produits. Donc, c'est ça que je veux essayer de travailler pour ramener des jeunes entrepreneurs, sans parler de l'âge, mais des nouveaux entrepreneurs, si on peut dire, à venir s'installer, puis faire une espèce de test marketing de leurs produits. Puis après ça, ben, si ça va bien, ben, ils prennent un local à eux seuls, mais au moins cette année ou 2 ans qui est plutôt on est frileux en tant que commerçant lorsqu'on se lance en affaires, ben, on peut partager ça avec 2, 3 ou 4 personnes. Très intéressant, les leviers que vous proposez. Puis, ça parle de collaboration, ça parle de créer aussi un milieu de vie où les gens vont apprendre à travailler ensemble, à se connaître. Vraiment très intéressant. Merci. Maintenant, j'irai à Lotbinière. Alors, on se promène cet après-midi au Québec. Alors, donc, chez vous, Philippe, vous avez lancé le pôle alimentaire. C'est né d'une démarche communautaire en territoire très rural. Alors, pourriez-vous nous décrire en quoi consiste ce projet et quels services vous offrez à votre communauté? Oui, bien, c'est un projet qui vise à atteindre différents objectifs. La proximité, l'accès est au cœur de ça. Donc, moi, on se bat, ça a été mentionné dans les questions. Notre plus gros combat, on se bat contre la géographie en région. Donc, tous ces kilomètres et ces voitures qui roulent. Si je veux manger local, moi, ou si je voulais manger local, avant qu'on fasse l'initiative, ça me prenait une journée ou 2 de me promener en voiture pour être capable d'aller chercher des produits qui sont presque plus faciles à trouver à Québec que dans notre région. Pourtant, ils sont produits dans la région. Donc, l'accès était au cœur du projet. Il y avait aussi une fonction entrepreneuriale qui est importante. Donc, on est très fort au niveau agro, du maraîcher, de la transformation. On voulait soutenir nos entrepreneurs, donc combler certains besoins, faire de la mise en commun. Et l'aspect social aussi, donc qui touche le commerce de proximité. Donc, accès, oui, mais aussi dynamiser. On a une problématique. Quelqu'un qui posait une question sur les stations-service. Bien, le pôle est installé dans un bâtiment qui ne payait pas de mine, qui était semi-abandonné, qui était un ancien poste à gaz quincaillerie, qui était un lieu de ralliement à l'époque, mais maintenant, on n'avait plus ça. Donc, le côté dynamiser le village de Lotbinière lui-même est important pour nous. Donc, autour de ces axes-là, on a de ces objectifs-là, on a différents axes d'intervention. Il y en a un qui est une cuisine de transformation et du stockage. Donc, ça, c'est plus pour le volet entrepreneurial, de fournir des services qui peuvent être partagés. C'est une cuisine commerciale qui peut être partagée par différents producteurs qui sont membres. On a un marché public qui est très dynamique, qui existait depuis sous différentes formes, qui a été plié à l'intérieur du projet du pôle. Et ça, c'est un lieu d'échange commercial, mais aussi d'échange social qui est très fort. L'an passé, pendant la pandémie, on se demandait ce qu'on faisait. On a dit, bon, tant pis, on y va, on se lance, on le fait. Puis ça a été un pari extraordinaire parce que, surtout avec ce qu'on vivait, d'avoir un lieu où les gens pouvaient venir rencontrer les commerçants dans le cadre des mesures sanitaires, évidemment, mais ça a donné une vie au village qui n'aurait peut-être pas été là, étant donné les conditions.
Et un autre des projets qu'on a développé, qu'on a lancé depuis juin à peu près, qui était dans les cartons, c'est un réseau de distribution. Donc, le pôle n'est pas un projet juste pour le village de Lotbinière. C'est un projet, on va en parler un peu plus tard, j'imagine, mais c'est un projet qui vise à être régional, à couvrir la MRC. Et ce qu'on veut, c'est favoriser l'accès à nos produits locaux à tout le monde, pas juste aux gens qui auraient accès au marché public en saison. Donc, le réseau du terroir à l'armoire, c'est un réseau qui permet, en fait, c'est une plateforme en ligne qu'on a mis en place. Ça permet la commande avec une offre de produits très variée, de la viande, des légumes, des produits secs, du vrac, et avec différents points de chute dans la région. Donc, les gens peuvent commander une semaine sur deux et à toutes les 2 semaines recevoir leur commande avec les éléments qu'ils ont commandés. Et ça, je pense qu'on voit que ça commence à gagner beaucoup de popularité. Ça favorise l'accès, puis ça donne aussi, ça favorise la commercialisation des produits des entrepreneurs de la région. Vous avez dû convaincre des gens. Vous êtes vous-même conseiller municipal, mais ça prenait différentes personnes de différentes provenances. Alors, comment vous êtes pris pour convaincre les gens d'embarquer dans ce beau projet? Ben, en fait, évidemment, comme conseiller municipal, ça a été déjà un premier pas. La municipalité de Lotbinière a été un bon levier pour partir ce projet-là. Donc, de travailler avec mes co-relégionnaires, les autres conseillers municipaux, puis de les amener à dire, écoutez, ça serait intéressant de s'en aller, d'essayer quelque chose. Un des arguments que j'ai utilisé est un peu de dire, ben, la meilleure manière de ne pas se tromper, c'est de rien faire. Donc, il faut qu'on essaye de faire des choses. On ne se mentira pas. Il y a beaucoup de régions où on a des problèmes de dévitalisation. Il n'y a pas beaucoup de jeunes familles. On a plus d'exode que de gens qui viennent s'installer. Donc, des projets fédérateurs qui impliquent plusieurs acteurs dans le milieu, c'est important. Une des choses importantes, vous voyez une des assemblées qu'on a faites pour le projet. Très tôt, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là, je suis allé chercher, j'ai fait des présentations, présenter aux gens, puis dire, bien, ceux qui sont intéressés, on est en train de regarder un assemblage comme ça. On a monté un comité de sages avec des personnes de différents endroits du milieu, des intervenants sociaux, puis des intervenants au niveau économique, très tôt dans le projet aussi, pour être capable de commencer à se bâtir un réseau aussi, puis commencer à mousser le projet et aussi à trouver les bons focus. Donc, il y a une acceptation sociale qui est clé et qui est au cœur de notre projet. On vit beaucoup, on a un réseau de bénévoles extraordinaire. Le projet n'existerait pas sans eux. Ils sont intéressés, ils veulent participer, puis ils veulent qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, moi, j'ai été moi-même surpris de la réponse quand j'ai fait les premières présentations. Ici, on est quand même une communauté de 800 personnes, donc c'est pas Victoriaville ou c'est pas Montréal. Puis, une des premières grosses présentations que j'ai faites, j'ai eu 100 personnes. Ça veut dire une personne sur 8 s'est déplacée et venue pour témoigner de son intérêt, poser des questions, tout ça. Donc, il y avait une volonté qu'il se passe quelque chose, mais en ayant un projet où on les implique, on implique la population, puis on fait du maillage avec les différents acteurs du milieu. On a eu de l'aide de la MRC, de la SADC, tout ça. Je pense qu'on a des bonnes conditions gagnantes. Pouvez-vous nous parler un petit peu du modèle d'affaires puis du choix de la forme juridique? Comment ça s'est passé? On a vraiment une volonté, la partie entrepreneuriale est importante. Donc, nos producteurs qui font partie du pôle, c'était vraiment quelque chose, on voulait les avoir au cœur du projet, on voulait qu'ils soient impliqués, on voulait leur fournir aussi des outils de développement. Donc, on s'est rapidement penché vers une forme coopérative avec différents types de membres. Donc, on a des membres producteurs qui ont accès à la cuisine qu'on est en train de voir à l'écran, qui ont accès au marché public, au réseau de distribution. On a aussi une catégorie de membres qui sont des membres consommateurs, et ça, c'est les utilisateurs de la plateforme. Puis, là, évidemment, ça a été un peu mis sur la glace, mais on a un projet de café aussi et d'autres types d'activités qui vont pouvoir rejoindre tous les types de membres. Donc, on a choisi une forme coopérative, ce qui semblait le plus proche des valeurs puis du mode de fonctionnement qu'on envisageait pour le projet. Et le membership répond, oui? Oui, comme je vous dis, on a eu... de personnes, oui. Oui, on a eu... là, on est rendu à 100... Je ne veux pas dire de niaiserie, mais on est rendu à 170 membres. Puis là-dessus, Centaine de membres. 170. Puis on a à peu près une vingtaine de membres producteurs autour de ça, là, qui utilisent un ou l'autre des services. Donc, sans aller faire beaucoup de publicité, on a quand même eu une très bonne réponse des gens qui étaient
dans un périmètre relativement proche de Lotbinière. Puis petit à petit, on construit notre membership. On aimerait beaucoup aller chercher d'autres producteurs. On est quand même dans une situation centrale. On est proche de la MRC de Bécancour aussi. On sait qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient intéressés à venir utiliser les infrastructures. Donc oui, il y a une très bonne réponse au niveau du projet et du membership. Tant mieux. Tant mieux, c'est vraiment très inspirant. Très inspirant. Dites-moi les avantages de vous être installé au cœur du village en voulant en même temps avoir une portée beaucoup plus grande sur la MRC. Avantages, inconvénients, que dites-vous à cet effet maintenant que c'est bien implanté? Bien, idéalement, j'aimerais bien qu'on soit capable de travailler sur plusieurs lieux parce que même si tout ça a un côté, on veut vraiment couvrir tout le territoire de la MRC, c'est vraiment dans nos objectifs. On a été appuyé très fortement aussi par la MRC et par la SADC, donc des entités qui sont à l'échelle de notre territoire. Il fallait qu'on trouve un lieu. Les avantages, bien, ça dynamise évidemment le cœur du village à Lotbinière. Ça nous donne un lieu aussi, une visibilité. Les gens voient ça, ils voient qu'il y a de l'action, ils voient qu'il y a des gens qui sont en train de faire la transformation dans les cuisines. C'est aussi notre lieu pour le marché public. Donc, tout ça, c'est des positifs. Idéalement, j'aimerais ça qu'on soit capable de peut-être trouver d'autres lieux avec d'autres fonctions. Donc, il y a certaines tâches, certaines fonctions, de l'impartition, où la transformation, évidemment, va se faire dans la cuisine, mais tu sais, du stockage, l'impartition, des ateliers. Il y a d'autres lieux dans d'autres villages où je me dis, bien, ça serait peut-être le bien. On pourrait peut-être aller avoir plusieurs antennes, puis renforcer le maillage, puis la visibilité aussi à la grandeur du territoire. Parce qu'on vise vraiment à pas... on couvre déjà pas juste le village de Lotbinière, mais on vise vraiment à étendre cette vision-là à la grandeur de la MS. Donc, évidemment, quand on incite les gens à acheter dans des commerces de proximité, on espère, en quelque sorte, changer les habitudes de consommation. Alors, comment on fait pour, c'est une question qui m'est chère, ça, personnellement, comment on fait pour changer les habitudes des citoyens pour qu'ils viennent davantage dans nos commerces plutôt que d'aller dans les grandes surfaces? Le coût est parfois un petit peu plus élevé, mais c'est un coût qui encourage notre économie, qui est un coût de qualité aussi. Alors, comment on peut faire ça? La question s'adresse à vous, mais messieurs, Christian et Alain, si vous voulez ajouter des commentaires, je vous donnerai la parole suite à monsieur Jean-Philippe. Je dirais un des défis autour de ça, c'est de bien identifier qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir. Puis dans le cadre de ce qu'on fait, c'est des discussions qui sont très intéressantes, mais on revient souvent aux discussions de valeur. Est-ce qu'on vise à réduire l'empreinte écologique ou on vise à accélérer, à donner l'accès local? Est-ce qu'on vise à se battre contre les déserts alimentaires qui sont assez nombreux dans la région? Est-ce qu'on vise... Donc, tout ça n'est pas nécessairement contradictoire, mais ce ne sont pas les mêmes objectifs. Donc, d'avoir une discussion continue sur quel clou on est en train d'essayer de taper, je pense que c'est important. L'achat local est une des composantes, je pense, dans nos valeurs, mais ce n'est pas la seule, puis il faut voir comment on balance ça. Je pense après, pour répondre plus précisément à votre question sur comment on change les mentalités, je pense que ça va beaucoup dans montrer, voir que c'est possible. Donc, d'avoir la possibilité que ça soit là, juste le fait qu'il y ait je pense au marché public, ben, tout le monde qui passe à 132 l'été entre Québec puis Trois-Rivières, ils passent par le cœur du village. Donc, il y a beaucoup de gens de la région, ils vont passer devant, ils voient qu'il y a quelque chose, ils voient qu'il y a des producteurs, il y a des auvents. Déjà, juste ça donne une idée que, oups, il y a peut-être des choses que je pourrais acheter localement. Donc, je pense que la visibilité est une chose importante. Les activités, en ce moment, c'est très difficile, mais une des choses qu'on veut, qu'on regarde, c'est de faire des activités de transformation, par exemple, des activités d'éducation. Tout ça aide à mousser cette notion-là. Puis le bénévolat, c'est notre meilleur vecteur de publicité. Parce que les gens qui viennent, quand je pense au réseau de distribution, il y a une grosse partie de ça qui roule parce qu'on a des bénévoles qui sont impliqués. Mais les bénévoles qui viennent, puis qui voient les produits, puis qui sont impliqués là-dedans, ils retournent chez eux, ils en parlent à leur mère, ils en parlent à leurs frères, ils font... Et c'est nos meilleurs, je pense, nos meilleurs ambassadeurs. Donc, d'impliquer le monde dans le projet aide aussi à avoir un vecteur de diffusion à l'intérieur du milieu qui, je pense, est très fort. Très rapidement, parce que le temps file, une question sur le financement de votre projet. Ben, on a eu, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis rentré on est allé à la Caisse populaire, entre autres. On a eu, je vous parlerai peut-être des autres partenaires, mais une histoire intéressante, c'est qu'un des partenaires, c'est la Caisse populaire. On est allé à la Caisse populaire, mais on a dit, écoutez,
on commence, on fait ça par étapes. On aimerait ça peut-être regarder la possibilité d'avoir un prêt pour notre première phase. On explique le projet, les grands axes. Puis ils nous ont dit non, on ne vous prêtera pas d'argent, on va vous subventionner. Bon, c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'on est à la bonne place, au bon moment. On parle de ça, les gens, ça résonne. Donc, il faut utiliser les forces du milieu, mais il y a plein de choses disponibles rapidement, puis il y a du monde qui veut appuyer ça. Donc, la Caisse populaire, ça a été un appui. Le premier appui, je dirais, ça a été le village de Lotbinière. Donc, le conseil municipal a accepté. On dit, bon, on va peut-être faire un prêt, on va appuyer au niveau logistique puis monétaire pour l'embryon du projet. La Caisse populaire a été un bon partenaire. La MRC est un gros partenaire. Donc, il y a le Fonds d'aide aux régions, le FAR, qui est en ce moment un des gros montants qu'on a réussi à aller chercher. Et il y a le MAPAC aussi qui nous a soutenus pour le réseau de distribution. Notre philosophie, c'est d'utiliser l'argent public, donc les intrants externes, pour le développement, mais de s'assurer qu'on vise une pérennité pour le projet. Donc, c'est super d'aller chercher de l'argent. C'est encore mieux de réfléchir à ça en se disant le dollar qu'on prend qui vient du MAPAC ou qui vient de la MRC, on s'en sert comme levier pour être capable de développer puis de stabiliser quelque chose. Mais je crois beaucoup que ce projet-là, donc c'est bien, on pense social, on pense communautaire, mais il faut aussi avoir un côté un petit peu, je dirais, business ou entrepreneurial dans l'évaluation des projets, dans la manière dont on gère ces projets-là, dans les indicateurs de performance, la rentabilité. Donc, on ne vise pas à générer du revenu, on vise à générer de la richesse pour tous nos membres puis la collectivité, mais pour pouvoir faire ça à long terme, on ne peut pas juste tout payer ce qu'on fait avec de l'argent public. Donc, il y a une balance au niveau du financement, je pense, qui est importante à atteindre. Parfait. Je laisserai peut-être la parole à Marianne pour son 3e sondage. Oui, tout à fait. C'est un sondage plus ouvert pour lancer notre 3e et dernier bloc, c'est-à-dire nos perspectives d'avenir. On a entendu beaucoup là, de mesures très, très inspirantes de M. Bergeron, M. Jean, également M. Savard. On veut savoir de votre côté quels sont ou quel est votre projet coup de cœur. Donc, quelles sont vos sources d'inspiration? Ça peut être un projet de votre région, de votre milieu. Ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes particulièrement impliqué. Ça peut être une inspiration à l'international. Donc, on veut vous lire dans le clavardage. On va récupérer tout ça, puis on va vous l'intégrer donc dans la présentation PowerPoint là, qui sera rendue disponible tout de suite après l'activité. Donc, on veut savoir quels sont vos projets coup de cœur sur la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Joanne, je vous laisserai donc la parole sur ce 3e et dernier bloc, à savoir justement nos perspectives d'avenir. On a beaucoup parlé donc de financement. Je sais que M. Bergeron, vous avez également une opinion à ce sujet-là. Donc, je vous laisse la parole pour le 3e bloc pendant qu'on lit dans le clavardage. Là, je vous invite tous à prendre connaissance des beaux projets qui sont partagés actuellement. Pour être sûr que tout le monde puisse y avoir accès, je vous invite à sélectionner panélistes et participants lorsque vous envoyez votre message. Donc, envoyez à tous les panélistes et participants pour être sûr que tout le monde puisse le lire en même temps que vous. Donc, à vous la parole, Joanne, pour ce dernier bloc en 6-7 minutes. Oui, c'est 7 minutes. Alors, M. Bergeron, M. Savard, je ne sais pas si vous avez d'entrée de jeu des réactions sur ce que vous avez entendu. Je laisse la parole à M. Savard. Oui, rapidement. Oui. Donc, ce qui est intéressant particulièrement, c'est de l'initiative. Je pense qu'il va falloir y aller beaucoup sur le volet alimentaire quand on parle de commerce, là, à titre d'exemple, parce que c'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour, au moins minimalement. C'est quelque chose qui est très ancré dans le milieu, et donc, il faut être un petit peu obsédé par tout ce qui concerne nos épiceries, nos artisans locaux. Et on l'a vu à travers la pandémie, c'est une des choses qui a vraiment bien fonctionné. Les vignobles québécois n'ont jamais autant vendu, les microbrasseries n'ont jamais autant vendu, les boulangeries n'ont jamais autant vendu. Il y a comme là, d'un point de vue culturel, comparativement à d'autres peut-être biens de consommation, une porte ouverte. Puis pour reprendre, il y avait Mme Saucier qui parlait, il ne faut pas trop encourager la consommation. Bon, la consommation de nourriture, on a besoin de calories. On est dans le développement durable, on n'est pas dans l'achat compulsif inutile. Donc, il faut vraiment être obsédé par les questions alimentaires parce que, on le voit avec le projet de M. Jean, on l'a vu avec le réseau des fermiers de famille.
ça a tendance à fonctionner dans ce volet-là de manière forte et donc ça devient un levier pour le reste parce que quand l'alimentaire est là, le reste lève. Donc, il faut être, je pense que comme animateur du milieu qu'on a aussi là, dans les participants, là, concentrez-vous là-dessus et après ça, il y a des bonnes choses qui vont débouler. Monsieur Bergeron? Ben, moi, je te dirais deux choses vraiment importantes qu'on va essayer de travailler cette année, c'est de ramener des résidents dans les deuxième étages ou troisième étages de centre-ville. Je sais que la ville va même subventionner les propriétaires pour qu'ils réaménagent les espaces de bureaux qui ont été désertés, si on pourrait dire, depuis la pandémie, pour ramener des gens qui vont vivre au centre-ville. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je veux travailler sur l'image, c'est-à-dire que les propriétaires au centre-ville de commerce, restaurants et services sont des gens qui demeurent à Victo. Et je veux mettre un emphase sur justement que les gens comprennent que ce n'est pas des gens de Toronto, des États-Unis ou d'ailleurs qui sont propriétaires de commerce, mais c'est vraiment peut-être quelqu'un qui demeure à quelques maisons de chez eux qui sont des propriétaires de commerce. Donc, on va mettre des visages, une histoire sur ces commerces-là que les gens ne connaissent souvent pas. Donc, un peu le pourquoi, le comment. J'ai un commerce ici au centre-ville qui a plus de 70 ans. Donc, mais les gens ne le savent pas. Donc, on va vraiment mettre les gens au cœur du centre-ville. Écoutez, en 4 minutes, j'aimerais vous entendre. Évidemment, on ne peut pas faire fi de la pandémie. La pandémie a valorisé le commerce les achats en ligne, le commerce en ligne. Les restaurateurs ont peur de ne plus avoir de gens dans leur restaurant post-pandémie. On a peur que l'achat en ligne remplace les déplacements, même vers les magasins, vers les commerces de proximité. Comment vous voyez ça et comment maintenir cette vitalité-là? On voit dans le chat le nombre d'initiatives qui sont porteuses. Comment on peut contrer ce qu'on voit par rapport à la pandémie? Comment on peut aussi développer des thématiques qui soient porteuses pour plusieurs régions sans toujours refaire la roue? Donc, quels sont vos avis à ce sujet-là? Il vous reste 3 minutes, 1 minute chacun. Je commencerai par Philippe. Bien, je dirais, moi, dans un projet en général, pandémie hors pandémie, être très ambitieux, avoir une étoile polaire très, très, très inspirante, mais être très pragmatique dans la mise en place. Donc, y aller par petites étapes, essayer des choses. Donc, dans le cadre de la pandémie, il ne faut pas rester de même. Il faut dire, bon, on va essayer, ça ne passe pas par là, on va essayer par là. Donc, je pense que d'aller en cycle court puis de se réajuster, c'est important. De continuer à fédérer les gens autour de ces initiatives-là puis d'essayer de les animer, c'est important. Les gens ont besoin d'être inspirés. Mais je pense qu'il faut voir ça. C'est des défis, mais c'est des occasions d'innover puis d'essayer. Puis le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de rien essayer. Fait, allez-y, essayez, réajustez-vous. J'aime bien cette phrase, effectivement. Alain, de votre côté? Ben, moi, ce qu'on a vu, puis ce qu'on essaie de développer beaucoup, c'est que le commerce en ligne est là pour rester, mais je suis un fervent défenseur aussi du commerce de proximité ou du commerce sur rue. Donc, c'est vraiment d'amener les gens à utiliser les deux pour justement créer une certaine pérennité d'entreprise. Donc, puis pendant la pandémie, j'ai à peu près une dizaine de commerces. Donc, l'arrêt la fermeture des commerces au mois de mars a permis à peu près une dizaine d'entreprises d'embarquer dans la game, si on peut dire, du commerce de détail. Et tous sont super contents, super heureux d'avoir embarqué là-dedans. Et même que le fait d'être en ligne a augmenté les visites en magasin. Donc, c'est parfait. Puis, donc, il ne faut pas se battre contre le commerce en ligne, mais plutôt s'ajuster, puis ajuster notre offre. Mais l'importance du commerce, pignon sur rue, pour moi, est essentielle.
Christian, pour terminer, dernière minute. Tout à fait. Ben pour compléter, M. Bergeron a dit certains de mes éléments. Il va falloir effectivement aussi des volontés politiques de le préserver, ce commerce de proximité-là, que ça soit aussi à l'échelle. Des fois, là, on en met beaucoup sur le dos de nos collectivités. Les paliers supérieurs de gouvernement doivent mettre en place les structures fiscales. Je n'irai pas dans le détail pour le favoriser, le commerce de proximité local. Il va falloir que les villes aussi commencent à faire attention au nombre de pieds carrés commerciaux qu'elles offrent pour le concentrer au bon endroit et pas en faire en sorte qu'il y ait une trop grande concurrence, une trop grande offre. On sait que le nombre de pieds carrés qui va être nécessaire va réduire. Donc, c'est important de faire des choix. Les pouvoirs publics vont devoir faire des choix. Il y a des bouts du commerce en ligne qu'on ne gagnera pas, mais je reviens au commerce de proximité. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Celui-là, on peut, selon moi, préserver là, du bulldozer du commerce en ligne quand on parle de la nourriture, quand on parle des choses qu'on a besoin au quotidien. Bien, je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole à Marianne pour compléter ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir été là et à vous toutes, et je vous souhaite un bel après-midi. Merci, messieurs les panélistes. Merci. Bonne journée. À vous quatre, un grand merci. Je pense que ça a été là, fort intéressant. Merci à vous tous d'avoir participé avec nous, donc notamment dans le clavardage, répondre au sondage en un petit dernier pour vous, pendant que je vous invite donc à rester à l'affût de nos prochains webinaires et de nos prochaines activités. Donc, pour ne rien manquer des webinaires à venir, je vous invite à vous abonner à l'infolette apprendre.100degrés.ca. Vous allez trouver toute l'information sur nos activités à venir. On parle notamment d'alimentation le mois prochain, de littératie alimentaire. Donc, abonnez-vous là, et vous ne manquerez rien. Un grand merci aux 4 personnes qui étaient avec nous. Donc, un merci spécial à notre animatrice Joanne Tourbis, M. Christian Savard, Philippe Jean, Alain Bergeron, un grand merci. Puis on se dit à bientôt. Merci encore une fois à la communauté 100 degrés et à la prochaine.